Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui encore parce que nous savons que nous avons des professeurs qui nous suivent régulièrement. Merci, ça nous fait plaisir. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce webinaire consacré au DELF et au changement du DELF et comment préparer nos élèves au DELF, à un DELF qui évolue. Et alors, nous avons avec nous tout d'abord Maria Luisa Farinazzo qui, depuis Brescia, assure la technique. Donc, c'est toujours grâce à elle si on transmet en direct, car nous sommes en direct. Merci Maria Luisa. Bonjour. Nous avons depuis Paris le plaisir d'avoir avec nous Violaine Jamin. Bonjour Violaine. Bonjour à toutes et à tous. Violaine est une collègue qui s'occupe de Hachette-Fleu sur différents pays, dont surtout l'Italie. Nombre d'entre vous la connaissent sûrement. Merci Violaine d'être avec nous. Et Amandine Barthès est avec nous également. Amandine Barthès nous parle depuis Turin aujourd'hui. Depuis Turin. Je suis la déléguée de Violaine spécialement pour l'Italie. Voilà. Bonsoir Voilà, à tous. déléguée pédagogique et très présente sur le territoire dans les établissements scolaires italiens et dans les centres de passation d'ELF également. Tout à fait. Et puis, d'abord, nous n'avons pas avec nous, malheureusement, Bruno Maigre, qui aujourd'hui, malheureusement, a un souci familial sérieux. Donc, je suis désolé qu'il ne soit pas avec nous, mais c'est vraiment une cause majeure. Mais nous avons cependant le plaisir d'avoir avec nous Nelly Mousse. Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Nelly. Nelly nous parle depuis la France, depuis Paris, mais elle Non, est très depuis connue. Tours. Ah, depuis Tours, pardon. Depuis Tours, mais elle est très connue des enseignants italiens, car dans son passé récent, elle a été d'abord à l'Institut français de Palerme, ensuite, après une expérience à France Éducation Internationale qui s'appelait CIEP jusqu'à il n'y a pas longtemps, et elle a travaillé pendant 10 ans au département évaluation et certification de France Éducation Internationale. Donc, c'est vraiment le département qui s'occupe du DELF. Et puis, elle a été attachée de coopération pour le français à l'Institut français de Florence. Donc, Palerme et puis Florence. Et puis, très récemment, elle est rentrée en France pour travailler de nouveau à France Éducation Internationale, où elle est chargée de la coopération internationale. Donc, merci Nelly d'être avec nous. Et puis, nous n'oublions pas non plus que Nelly Mousse est une des auteurs principales de notre collection d'ELF Junior scolaire, la collection de Hachette-Fleu consacrée à la préparation de nos élèves aux certifications d'ELF. Quelques petits détails techniques avant de commencer. Alors, d'abord, tous les participants recevront dans les prochains jours l'attestation de participation, bien sûr, en même temps qu'un lien qui vous permettra de voir l'enregistrement du webinaire d'aujourd'hui. Donc, vous pourrez revoir. Et vous recevrez aussi en PDF les diapos qu'on vous montrera, mais sachez que la plupart du discours que nous ferons sera basé sur les livres, et donc nous feuilleterons les livres ensemble et nous lirons, nous regarderons, nous explorerons des contenus en rapport aux livres, mais en feuilletant les livres en vrai. Donc, il n'y aura pas vraiment un diaporama sur les questions qu'on abordera. Et les questions qu'on abordera, ce sont celles que vous avez pu voir, vous qui avez répondu au questionnaire. Merci beaucoup de l'avoir fait. C'était un questionnaire, vous l'avez vu sur le formulaire d'inscription à la fin, il y avait un questionnaire que vous pouviez remplir avec une série de questions et c'est à ces questions-là que nous allons répondre tout au long de ce webinaire. Merci beaucoup d'avoir répondu et merci surtout à ceux qui ne se sont pas limités au QCM mais ont répondu à la question ouverte, la seule question ouverte de notre questionnaire. Nous répondrons à vos questions ouvertes également. Merci. Et donc, Nelly, à toi la parole. Merci beaucoup. Je voudrais vous remercier toutes et tous pour l'invitation. Merci à Hachette-Fleu.
Merci la Scola Sei. Je suis ravie d'être parmi vous, même à distance, mais voilà, j'ai un peu l'Italie qui vient à moi, donc j'en suis ravie. Je vais effectivement vous parler donc de cette collection de préparation, de manuels de préparation aux épreuves du DELF junior scolaire. On a choisi effectivement ce format plutôt interactif, voilà, c'est-à-dire que je vais essayer de répondre au maximum de questions qui ont été posées, et des questions légitimes que vous vous posez. Et puis, ce sera illustré. Merci beaucoup, Nicolas, de ton accompagnement dans ce webinaire. Donc, ce sera illustré par des extraits du manuel. Je vais aussi vous donner quelques liens, notamment vers le site de France Éducation Internationale. Une fois de plus, Bruno Maigre vous prie de bien vouloir l'excuser. Et donc, voilà, il aurait fait cette première partie qui concerne les aspects un peu plus institutionnels. Donc, je vais vous parler brièvement, puisque c'est pas vraiment non plus l'objet du webinaire. Mais ce sont des informations qui vous permettront de comprendre aussi certaines choses, et notamment le fonctionnement et la production des sujets d'examen qui, vous le savez, depuis quelques années, subissent, entre guillemets, une refonte, et d'où l'objet de ce webinaire. Voilà. Voilà, donc je sais pas, peut-être comme je peux peut-être vous commencer par vous présenter l'esprit en fait de cette collection, puisque lorsque l'aventure a commencé, c'était avec Pascal Biras. Vous savez qu'il y a plusieurs auteurs sur les différents niveaux. Donc l'objectif de cette l'idée centrale en fait de cette collection, c'était de faire une méthode d'accompagnement pour le candidat, pour le futur candidat, pour l'élève. Et pour cela, on voulait pas avoir un manuel avec, vous savez, des pages et des pages à lire pour comprendre comment se déroule un examen, parce qu'on sait que c'est pas lu. Et donc, on s'était dit, il vaut mieux avoir une méthode plutôt inductive et donc impliquer les élèves dans la réalisation des activités pour qu'ils comprennent par eux-mêmes comment se déroule l'épreuve. Donc c'est vraiment le cœur de la méthode. Vous verrez, on montrera quelques exemples. Ce sont des activités qui permettent de rentrer dans le fonctionnement des épreuves. Et je pense que c'est la meilleure manière de comprendre un fonctionnement que d'impliquer la personne par le biais de différentes activités. On a essayé de faire en sorte que ce soit aussi un peu plus ludique, dans le sens où on s'adresse à des élèves, mais l'esprit reste le même pour la collection tout public, par exemple. L'autre chose sur laquelle j'insisterai, c'est que tous les rédacteurs, tous les auteurs de la collection sont ou des ingénieurs pédagogiques du bureau des diplômes d'ELFDAF, ou des rédacteurs pour le bureau d'ELFDAF de France Éducation Internationale. Donc, pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que ce sont des personnes expertes qui ont l'habitude de concevoir des tests, et les sujets qui sont proposés dans les différentes méthodes sont au plus près de ce qui est de ce que vous recevez de ce que les centres d'examen reçoivent lorsque ont lieu les sessions d'ELF-DALF. Donc, ça me semblait important de préciser cela. Vous verrez aussi que les thématiques aussi traitées dans les manuels sont celles qui sont retenues dans les méthodes, dans les sujets d'examen et d'ELF-DALF. Donc, la dernière chose qui est importante aussi, c'est que on peut ces manuels, on voulait aussi qu'ils soient utiles pour des enseignants qui sont pas forcément des enseignants examinateurs correcteurs,
mais qui ont envie d'accompagner leurs élèves dans la préparation des DELF. Donc, finalement, même un enseignant peut pratiquer ces activités pour découvrir le DELF. Vous verrez qu'il y a énormément de périphériques autour de la méthode, des vidéos, il y a énormément de supports. Voilà, on pense que c'est assez complet et enfin, du moins on l'espère. Voilà, donc c'était pour vous faire donner un aperçu de l'esprit de la collection DELF Junior School. Merci Nelly. Ça fait toujours plaisir, à mon avis. Enfin, moi, je fais partie de l'édition, donc bon, je suis pas tout à fait neutre, mais ça fait toujours plaisir d'entendre un auteur parler avec enthousiasme de son travail d'auteur. C'est vraiment, Il vaut mieux être vraiment plaisir. enthousiaste. Mais revenons-en à nos questions. Alors, la première question qu'on se pose, c'est mais pourquoi un nouveau format d'épreuve? C'est une question. Pourquoi on nous embête et qu'on nous change les épreuves avec lesquelles on a l'habitude de travailler. Alors c'est vrai que depuis la première refonte qui avait lieu en 2000, hein, d'ailleurs ça avait été c'était avec il Progetto Lingue 2000, si je ne me trompe pas. Voilà, vous voyez qu'il y a eu quand même une bonne vingtaine d'années qui s'est écoulée. Et pourquoi ce nouveau format d'épreuve? Il y a eu deux gros objectifs pour effectuer cette refonte. L'objectif principal, c'était de proposer une évaluation beaucoup plus fine et beaucoup plus fiable des candidats. En fait, on voulait vraiment s'assurer que les résultats que ces candidats obtenaient aux examens étaient bien en adéquation avec leurs compétences langagières réelles, celles que, par exemple, on peut observer au quotidien. Et le second objectif, c'était d'une harmonisation. En fait, on s'est harmonisé, on a harmonisé l'évaluation avec les autres organismes certificateurs européens. Vous connaissez peut-être l'Istituto Cervantes, le Goethe Institute, voilà. Donc, cette harmonisation, c'était pour proposer des diplômes comparables. Et ça a été quelque chose de réalisé aussi au sein des autres institutions. Alors, si les professeurs présents connaissent déjà le DELF, vous avez vu que ces évolutions qui ont été mises en place, elles concernent essentiellement les épreuves de compréhension de l'oral et de compréhension de l'écrit. On n'a pas de transformation au niveau de la typologie des exercices de production écrite et orale. On a des nouvelles grilles, mais le format de l'exercice ne change pas. Donc, qu'est-ce qui change dans ce nouveau format? C'est pas non plus révolutionnaire enfin, il n'y a pas un impact énorme sur la préparation des élèves. Ce sont les épreuves, les questions ouvertes qui ont laissé place à des questions fermées, donc ce qu'on appelle les QCM, les questions à choix multiples. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que au moment de la correction, même si les examinateurs, correcteurs sont habilités, suivent une formation, etc., on s'est rendu compte que la correction des questions ouvertes sur une même question, sur 2 points par exemple, on pouvait avoir 0,5, 1, 1,5, 2. Et que donc, on n'arrivait pas, enfin, on voulait absolument limiter l'interprétation des correcteurs et pour améliorer l'équité des candidats, on a décidé de faire des QCM. Voilà. Donc, il y a ce changement-là. Il y a aussi la taille des documents déclencheurs qui est beaucoup plus petite, qui a été réduite. Tout ça pour en proposer un plus grand nombre parce qu'on s'est rendu compte que l'évaluation était beaucoup plus précise et les situations en contexte étaient beaucoup plus variées. Voilà. Donc ça, c'est le pourquoi de ces évolutions. Je ne sais pas si c'était clair. Alors, je crois que c'était clair, mais si quelque chose n'est pas clair ou si vous avez des questions en plus à poser, je le dis à tous les participants, n'hésitez pas à utiliser la fenêtre chat ou questions
qui est dans l'interface du webinaire. N'hésitez pas à l'utiliser car nous la lirons en direct et nous passerons vos questions à Nelly Mousse et où nous y répondrons si on peut y répondre, quoi. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat ou les questions. Mais pour revenir à la question, pourquoi un nouveau format? Merci. Mais cela concerne également les grilles d'évaluation qui ont changé, mais après, quoi. C'est assez récent, ça date de septembre 2022, si je ne me trompe pas. Voilà, les grilles d'évaluation. Alors, peut-être qu'on pourra en parler en fin de plus tard, mais les grilles d'évaluation, en fait, elles ont été évaluées toujours dans cette optique de rendre l'évaluation plus simple, je dirais, mais du coup pour les examinateurs correcteurs. Donc là, les candidats n'ont absolument pas, enfin, c'est indolore pour eux, si j'ai envie de. Voilà, c'est pas quelque chose, ils vont absolument pas se rendre compte. Là, c'est vraiment en d'accord, enfin en bon français, c'est au niveau des correcteurs que quelque chose va changer. Et d'ailleurs, je vous dirai, parce que même si on n'est pas examinateur, vous pouvez suivre, si ça vous intéresse, un petit module de formation qui est gratuit et qui est sur le site France Éducation Internationale Plus. Voilà, c'est un petit module de 3 heures et ça peut tout à fait rentrer dans le cadre de la formation continue. Voilà, mais je pourrais vous donner toutes ces informations un peu plus tard si vous le souhaitez. En tout cas, ça n'a pas d'impact. On a fait des grilles, mais on n'a pas modifié les sujets de production orale ni de production écrite. Là, il n'y a aucun changement. D'accord, merci. Alors, question numéro 2, pour ce qui nous concerne. Et c'était une des questions qui faisait partie du sondage que nous avons fait avec les participants de notre webinaire. La question est: comment peut-on faire face au fait qu'on ne sait pas par avance quel sera le format des épreuves et comment préparer les candidats en même temps à l'ancien et au nouveau format des épreuves pour les compréhensions des écrits et de l'oral, bien sûr. C'est là où ça change. Alors oui, c'est la question qui turlupine les enseignants italiens. C'est assez compréhensible. Voilà, oui, effectivement, on est professeur, on veut bien faire, hein, on veut absolument que nos élèves réussissent au DELF et donc on veut leur apporter le meilleur accompagnement possible. Alors, avant de vous expliquer comment on peut faire face à cette cohabitation en fait entre l'ancienne et la nouvelle version, je voudrais juste rappeler très brièvement pour vous donner quand même une idée de la grosse machine qu'il y a derrière les sujets d'ELF, puisque pour créer un seul niveau, il faut environ 8 mois. Donc vous multipliez cela par les 4 niveaux du DELF junior scolaire et les 6 niveaux du DELF tout public. Vous voyez que ça fait un temps de production qui est assez long. Il y a beaucoup d'intervenants en fait dans cette chaîne. Vous avez les ingénieurs pédagogiques donc à FEI, vous avez des rédacteurs d'épreuves, il y a aussi les relecteurs, hein, ceux qui relisent les sujets au niveau de l'orthographe, l'orthotypo. Il y a ce qu'on appelle les maquettistes, c'est ceux qui mettent en page, en forme les sujets. Il y a les dessinateurs pour les petits niveaux, hein, pour les QCM imagés. Et puis il y a les acteurs, ceux qui enregistrent en studio d'enregistrement les dialogues et les documents audio. Donc voilà, donc une fois que le sujet il est prêt, avant d'envoyer les sujets dans les centres d'examen, on procède désormais, depuis cette refonte, à des pré-tests. Donc c'est vrai que ça rajoute une étape dans l'élaboration des sujets. Qu'est-ce que c'est que ces pré-tests? Peut-être que vous en avez entendu parler, ce sont des épreuves d'entraînement. C'est-à-dire qu'il y a des centres d'examen dans le monde qui se portent volontaires pour effectuer ces pré-tests. Et ainsi, ils offrent la possibilité à leurs étudiants de faire un DELF blanc.
Donc nous, enfin FEI récupère les résultats de ces tests et vérifie une dernière fois que les QCM fonctionnent. Et ce qui vérifie tout ça, c'est ce qu'on appelle des psychométriciens. Je voudrais que vous restiez jusqu'à la fin du webinaire, donc je ne vais pas vous expliquer ce que sont les psychométriciens, mais en tout cas, c'est une étape importante dans l'élaboration des sujets. Sachez par exemple que la pondération, donc le nombre de notes qui est attribuée à chacune des questions de compréhension, elle est faite en fonction de ses résultats au pré-test et donc elle est attribuée en fonction des analyses que les psychométriciens ont faites. Donc voilà, pour vous montrer un peu tout ce travail. Et puis il y a quelque chose malheureusement auquel on n'avait absolument pas prévu l'arrivée, c'est le Covid. Et du coup, pendant cette période-là, eh bien, il n'y a eu aucun pré-test. C'est-à-dire qu'aucun centre d'examen ne pouvait accueillir de candidats. Donc, il n'y a pas eu de tests qui ont été faits pour les sujets qui continuaient d'être produits. Le nombre des candidats au DELF, il a quand même été divisé par 2 durant cette période. L'Italie, par exemple, a perdu environ, je crois que c'était 70% de ses candidats. C'est énorme. C'est un gros pays, l'Italie, au niveau des certifications DELF. Donc, on a les centres d'examen qui, eux, pouvaient commencer à ouvrir des sessions. Ils ont préféré faire des sessions d'examen plutôt que des sessions de pré-test, ce qui est normal. Donc voilà, il y a eu quand même un ralentissement très important. On n'a pas pu soumettre les sujets qui avaient été conçus à l'analyse en pré-test et donc à l'analyse psychométrique. Donc, ça explique un peu parce que il est vrai, il avait été annoncé qu'en 2023, il n'y aurait plus que ce serait la fin de la cohabitation. Là, malheureusement, alors heureusement, il y a une reprise, vraiment une reprise effective. On peut parler de perspectives très favorables. Mais on a perdu quand même à peu près 1 an et demi à cause de cette crise sanitaire. Donc les anciennes épreuves là vont diminuer en fréquence et on espère, on pense, s'il n'y a pas d'autres crises sanitaires et là pour plein d'autres choses et pas que pour le DELF, je le souhaite réellement, on va dire le premier semestre 2024, il y ait réellement la fin des anciennes épreuves. Voilà. Le DELF, c'est quand même 5000 sessions d'examen dans le monde, dans 174 pays. Voilà. Je voulais juste rappeler, parce que c'est vrai que c'est normal, on ne sait pas toujours ce qui se passe derrière la production des sujets, mais c'est vraiment un gros travail et France Éducation Internationale fait vraiment le maximum pour satisfaire tous les centres d'examen. Alors, voilà, donc personne n'est en mesure effectivement de prédire le format de l'épreuve, même pas le chef de centre d'examen, pas les professeurs. Donc, si vous êtes intéressé à vraiment comprendre l'ancien et le nouveau format, on vous l'enverra après, mais il y a sur le site de France Éducation Internationale, il y a un document qui détaille les évolutions compétence par compétence et niveau par niveau. Bon. Après, une fois de plus, il n'y a pas de nouvelle typologie d'exercice dans le nouveau format. On retrouve les mêmes activités que dans l'ancien format. Il y a des QCM, il y a des vrais-faux sans justification. Dans l'ancien format, en plus des QCM et des vrais-faux avec justification, on retrouve aussi les questions ouvertes, les fameuses questions ouvertes qui ont disparu. Et alors là, ce que je pourrais conseiller, c'est que si vous voulez vraiment préparer vos élèves aux 2 versions, sur le site de France Éducation Internationale, il y a encore des exemples avec l'ancien format. Donc, vous avez pour chaque niveau, en fait, un exemple d'épreuve. Et vous pouvez très bien, de temps à autre, leur soumettre ou du moins leur faire prendre connaissance de l'existence d'éventuelles questions ouvertes
en CE comme en CO. Et à ce sujet, n'hésitez pas, du coup, à les rassurer en leur disant que même si on leur demande d'écrire une réponse, l'orthographe et la grammaire ne sont pas corrigées. Ça, c'est très important de les rassurer là-dessus. Si leur réponse est compréhensible par l'examinateur, même s'il y a des fautes d'orthographe ou de grammaire, ça n'est pas pris en considération. On évalue la compréhension du candidat, pas sa production. Ça, c'est dans un autre exercice. Préciser aussi que s'ils ont un vrai-faux, aujourd'hui, il n'y a que vrai-faux. On ne leur demande pas de justifier. Donc, s'ils tombent sur un ancien format, vous leur précisez que s'il y a marqué justification, c'est sous forme d'un tableau généralement, il faut qu'ils recopient, pas qu'ils s'expriment avec leurs propres mots, qu'ils recopient le passage dans le texte, puisque ça n'est que en compréhension de l'écrit, hein, ça n'est pas en compréhension de l'oral. Ils recopient le passage qui lui ont permis qui leur ont permis de dire que la réponse elle était vraie ou elle était fausse. Voilà. Et puis la dernière chose, rien ne vous empêche, avec le manuel Hachette, de transformer quelques QCM en questions ouvertes. Au lieu de leur mettre les 3 choix, ils répondent et voilà. Et là, il n'y a pas de souci majeur, je pense. Ah oui, j'adore cette dernière solution. On masque les réponses du QCM. Lorsqu'on a dû faire la refonte donc avec les nouveaux manuels, il y a certains, pas pour tous, mais il y a certains QCM questions ouvertes qu'on a transformées en QCM. Un exemple tout simple, par exemple au niveau, alors ça va être plutôt niveau 1 et A2, à quelle heure part le train? Lorsque c'était une question ouverte, on attendait que le candidat écrive 14h30 par exemple. Et bien là, on va dans le QCM, on a proposé 3 choix de réponse. Donc il y a des QCM où il est tout à fait possible de les transformer en questions ouvertes. Une fois de plus, si vous les corrigez, vous vérifiez qu'ils ont bien compris et vous ne corrigez pas la grammaire ou des éventuelles fautes d'orthographe, même si c'est écrit phonétiquement. Voilà, Ce qu'on n'espère pas. Au petit niveau, ça peut encore subsister. Au niveau B1, B2, non. Je pense qu'il n'y a plus trop d'écriture. Voilà. Et puis ça peut très bien être un terme qui est pas encore maîtrisé à ce niveau-là, un lexique qui n'est pas bien orthographié encore à ce niveau-là, mais c'est pas non plus. On voit qu'au niveau de la compréhension, il a tout à fait compris ce qu'on lui demandait de répondre. D'accord, merci Nelly. Et je voulais juste regarder avec vous les questions qui sont arrivées entre-temps. Alors, nous avions une question sur le nouveau format et l'ancien format vont coexister jusqu'à quand? Nous y avons répondu. Une question que je vous demande, Nelly et Amandine, si vous voulez m'aider à l'interpréter, mais peut-être que la personne qui l'a écrite peut nous aider également par écrit. La question est, les modifications étaient-elles impératives vu que la production orale reste toujours trop souvent limitée en classe? J'avoue que Alors, je ne vois pas moi les questions, mais est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Les modifications étaient-elles impératives vu que la production orale reste toujours trop souvent limitée en classe? Peut-être que les modifications sur la compréhension ou... oui, parce que les modifications concernent la compréhension écrite et orale. Ensuite, pour ce qui est de l'épreuve individuelle de production, il n'y a pas eu de changement. Non. Il n'y a eu aucun changement. Je vous dis que les grilles, et ça ne concerne que les correcteurs, que les évaluateurs. Ça ne concerne pas les candidats et leur préparation. Après, rien ne vous empêche de montrer les grilles on le verra tout à l'heure, hein, d'expliquer aux élèves comment ils sont évalués. Pourquoi pas? Très bien.
Ensuite, une question juste pour éclaircir un point, hein, juste pour le dire de façon très très claire. Mais la question est, excusez-moi, est-ce que le vieux format DELF est encore d'actualité en 2023? Les élèves pourraient passer l'examen avec des épreuves au vieux format? Alors, réponse? Oui, donc c'est ce que je disais, oui, encore cette année, parce qu'il y a eu du retard de prix à cause de la crise sanitaire. Malheureusement, il y en a de moins en moins, mais il y aura encore quelques sujets ancienne version. Voilà. Très bien. Alors, si ce sujet, on a à peu près défriché le sujet, je vais passer à la question suivante, Nelly. Alors, sur pourquoi c'est important et comment connaître le déroulement des épreuves? Pourquoi c'est important pour nos élèves, pour leur préparation à l'examen, de connaître le déroulement des épreuves et comment faire pour connaître ce déroulement? Alors c'est vrai que on a vraiment porté une attention particulière sur la découverte des épreuves. Donc vous allez pouvoir vous rendre compte que les élèves sont vraiment guidés pas à pas et enfin le DELF n'aura plus aucun secret pour eux le jour des épreuves. Le manuel est constitué ainsi. Vous avez des pages Alors déjà, au tout début de chaque manuel, vous avez la fameuse les fameuses pages Je découvre le DELF. Donc vous voyez, on leur dit pas le DELF c'est comme ci, c'est comme ça se passe comme ci, ça se passe comme ça. On leur pose des questions. C'est eux qui devinent, c'est eux qui analysent, c'est eux qui regardent. Quand on leur a mis, vous voyez, à votre avis. Donc là, ça peut aussi faire l'objet de discussions en classe. Vous n'êtes pas obligé de les laisser seuls à répondre aux questions. Ça peut être tout à fait fait oralement avec eux. On leur remet quel est le niveau du DELF donc évalué. Là, on a pris l'exemple du niveau B1. Il y a le diplôme, donc ça leur donne envie. Comme ça, on s'est dit, on va mettre la photo du diplôme, comme ça, ils vont vouloir l'obtenir absolument. Et puis, on leur pose des questions aussi. Qu'est-ce qu'il y a sur ce diplôme? Qu'est-ce que ça veut dire DELF? Qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'il y a un recto et un verso. Qu'est-ce qu'il y a au verso? Ah oui, tiens, on voit mes notes. Et puis là, c'est l'occasion de leur dire, vous voyez, le DELF, c'est sur 100 points. Pour obtenir votre DELF, vous pouvez avoir 50 points sur 100. C'est le minimum pour obtenir son diplôme. Déjà, je trouve que c'est quand même rassurant, sans rentrer non plus dans les détails avec eux, mais leur expliquer qu'on peut avoir un niveau B1, B2, A1, A2 avec 50 points sur 100, et puis avoir aussi un niveau A1, A2, B1, B2 avec une note de, je sais pas, 90 sur 100. On n'aura pas les mêmes compétences à chacune des activités langagières, compréhension de l'oral, compréhension d'écrit, production orale, production écrite. Mais globalement, puisque c'est une évaluation globale, les 4 activités langagières qui sont évaluées, les notes se cumulent, d'accord? Il ne faut pas bien sûr avoir moins de 5 sur 25 à une des compétences, sinon toute l'épreuve, tout l'examen est annulé. Mais avoir 50 points sur 100, eh ben oui, c'est un petit niveau A2, mais c'est un niveau A2. Donc, vous voyez, c'est aussi leur montrer que on est, j'y reviendrai, mais dans l'évaluation positive. Et quand je dis évaluation positive, c'est pas je mets des bonnes notes. L'évaluation positive, c'est d'évaluer la capacité de l'élève à produire, à réaliser une tâche. D'ailleurs, si vous regardez les descripteurs du cadre européen, ils sont formulés de cette façon-là. Est capable de, peut communiquer en toutes circonstances, est capable de s'exprimer clairement, etc., etc. Donc, l'évaluation positive, c'est l'évaluation de ce que la personne est capable de faire, est en mesure de faire. Donc, ces premières parties, je découvre le DELF, c'est vraiment pour leur faire comprendre que ça n'est pas insurmontable et que on peut avoir son DELF même si on se sent moins bon que le voisin d'à côté, enfin le compagnon de classe qui a toujours de très bonnes notes. Voilà. Ça, je pense que Celui-là, c'est important. C'est
Et tout le monde a sa chance, voilà, tout le monde a sa chance. Et puis dans la vie, c'est comme ça, on a tous, on excelle dans certaines compétences et pas dans d'autres, et puis bah, globalement, on est très bien quand même. Voilà, donc ça c'est voilà les premières pages, je découvre le DELF que vous pouvez faire avec vos élèves. Ensuite, toujours dans Je découvre le DELF, on va avoir des supports vidéo pour qu'ils aient aussi une idée du jour de l'épreuve. Je me présente aux épreuves collectives, comment ça va se passer. Donc, on a fait une première petite activité qui concerne un peu pas le métalangage, mais l'argot d'ELF, les termes que l'on peut entendre. Par exemple, la fameuse feuille de brouillon qui ne ressemble pas trop à la brutta en italien, même si bru, mais quand même, voilà. Donc, tous ces termes-là, en fait, c'est ce qu'ils vont entendre lors du discours du surveillant. C'est-à-dire que lorsqu'ils vont rentrer dans la salle d'examen, le surveillant, s'il s'exprime en français, peut-être qu'il s'exprimera en italien, mais s'il s'exprime en français, eh bien, il va certainement leur dire voilà, vous pouvez utiliser votre feuille de brouillon, mais vous devez la restituer à la fin de l'épreuve. Vous devez tout recopier sur votre sujet d'examen parce que si c'est sur votre feuille de brouillon, on ne la corrige pas et donc votre épreuve ne pourra pas être évaluée. Qu'est-ce qu'une feuille d'émargement? Où est le numéro de candidat que je vais devoir reporter sur mon sujet? Il faut toujours utiliser un stylo, pas un crayon à papier, sinon on ne peut pas corriger. Enfin voilà, toutes ces informations-là qu'on va retrouver ensuite dans la vidéo du discours du surveillant. Eh bien, on va faire d'abord une petite sensibilisation au lexique delphien, comme vous voulez. Voilà, donc vous voyez là, ça c'est une première épreuve, un premier exercice. C'est très très simple, hein. Vous avez les objets qui apparaissent et on doit associer, associer un nom à un objet qui apparaît. Et puis, je ne sais pas si je vais trop vite, vous me dites, Nicolas. Est-ce que tu veux nous montrer quelques secondes de la vidéo de la première activité? Parce que moi, on peut la faire ensemble si vous voulez. Tu sais pourquoi? Parce que je trouve que il vaut mieux stresser avant l'épreuve, c'est-à-dire faire tous les tests, se soumettre au stress de l'examen avant, lorsqu'on se prépare à l'examen. Parce que quand on sera là sur place, après on saura exactement comment ça marche, qu'est-ce qu'une feuille d'émargement, parce que c'est pas banal pour un italophone, une feuille d'émargement non plus. Mais tout le stress que cette vidéo engendre, la vidéo de la première activité, tout le stress qu'elle engendre aujourd'hui, c'est le stress que vos élèves n'auront pas le jour de l'épreuve. Et ne pas avoir de stress ce jour-là, ça veut dire pouvoir se concentrer sur l'examen. C'est ça. C'est l'objectif, hein, qu'ils soient vraiment détendus. Vous pouvez aussi leur dire que l'évaluation telle qu'elle est pratiquée au DELF, c'est une évaluation. Enfin, l'objectif, ça n'est pas de mettre en difficulté le candidat. C'est pas comme ça qu'on évalue les gens. Enfin, en tout cas, pas au DELF. L'objectif, c'est d'évaluer des compétences à communiquer à l'oral et à l'écrit. Donc, vous verrez quand on va parler des sujets de compréhension, d'exercice de compréhension orale et écrite, par exemple, les questions sont posées dans l'ordre d'apparition des informations données dans les documents. On ne va pas mélanger des questions qui nécessiteraient je ne sais combien d'écoutes pour qu'ils puissent y répondre. Donc, vraiment, l'esprit du manuel, c'est no stress, comme la fameuse chanson que les Italiens connaissent certainement, c'est pas compris ailleurs. Mais voilà, c'est vraiment une façon de mettre à l'aise tous les élèves et les enseignants aussi, parce que je pense que les enseignants ont envie que leurs élèves réussissent et donc plus ils ont d'informations et plus c'est rassurant pour eux aussi. Et c'est une satisfaction de voir ces élèves réussir quand même. Ah oui.
On va faire 30 secondes de l'activité 1, si tu veux. Allez, on y va. Voilà, voilà, c'est tout simple. Mais c'est assez stressant, à mon avis, parce qu'il faut regarder les images qui sont montrées plusieurs fois, hein, ne vous inquiétez pas. Oui, On oui. vous montre plusieurs fois le même, les mêmes images avec les numéros et écrire les numéros au bon endroit dans la feuille dans la page du livre que vous voyez à l'écran. Donc, mais il y a le- les secondes qui passent et tout, donc c'est quand même c'est un petit peu stressant, mais comme je vous dis, Vous il pouvez vaut leur mieux faire gagner stresser avant. C'est du stress qu'on n'a pas ensuite. Voilà. Puis ensuite, Donc après, il y a pardon. aussi tout ce qui concerne les vidéos pour remettre dans l'ordre. Voilà, ça c'est une petite activité. En fait, on leur montre des candidats qui arrivent en salle d'examen, qui vérifient sur la feuille à l'entrée s'ils sont bien dans cette salle-là, parce que quand les sessions d'examen, quand ça se déroule dans un établissement scolaire, eh ben, il y a plein de salles d'examen qui sont réquisitionnées et puis ben, il faut qu'on arrive et on est où et il faut regarder la feuille et est-ce qu'on voit son nom et où on s'installe, voilà. Donc voilà, c'est pour leur donner une idée de comment se déroule. Ça, c'est la vidéo numéro 2. Je ne sais pas si tu avais On va prévu montrer un petit extrait, oui, bien sûr. un tout petit extrait. Allez-y, bienvenue, installez-vous à votre place. Il faut surtout éteindre vos téléphones portables et vous ne gardez avec vous que votre stylo, un crayon, et c'est tout. Après les sacs, vous les mettez ici. Vous mettez après les sacs ici. D'accord? Et vous gardez avec vous votre pièce d'identité. Voilà, donc devant vous, vous n'avez que votre stylo et les feuilles de brouillon qu'on vous a données. Bien, maintenant je vais passer pour vous faire signer la feuille d'émargement. Alors, vous allez vérifier que l'orthographe est bonne de votre nom, de votre prénom, et vous signez là. Merci. Pareil, vous vérifiez bien que l'orthographe est bonne de votre nom et de votre prénom, et vous signez ici. Vous pouvez signer. Distribution des sujets. Bon courage. Vidéo. Ensuite, pour écouter le discours du surveillant, qui est très important puisqu'il explique comment compter les mots. Il explique qu'on ne peut pas sortir avant 1 heure, avant la première heure de l'examen. Enfin, voilà, il donne plein d'indications et donc ça aussi, ça fait partie de la découverte du déroulement des épreuves. Oui, à mon avis, Et en complément, il y a aussi des petites, je ne sais pas comment dire, une petite vidéo animée qui reprend vraiment toutes ces informations avec une candidate qui s'appelle Adélina. Voilà. oui, alors on va montrer la vidéo d'Adelina, mais je voulais juste encore prendre la parole une seconde, parce que à mon avis, si j'ai bien compris l'esprit avec lequel
vous avez construit le texte. C'est important de faire travailler nos élèves sur la vidéo. C'est-à-dire, on ne se limite pas à montrer une vidéo qui explique comment l'examen se passe, comment l'épreuve se déroule, ou qui montre une épreuve en vrai. Ça, c'est important, évidemment. Mais si le document en lui-même, c'est-à-dire cette vidéo, fait l'objet d'une exploitation pédagogique assez poussée, on leur pose des questions, remettre en ordre les étapes ou extraire des contenus de la vidéo, ça fait en sorte que ce support média qu'on a présenté aux élèves devienne vraiment un outil d'apprentissage fort. Parce que si on se limite à montrer une vidéo et à leur dire, bon, ça se passe comme ci et comme ça, regardez comment ça se déroule, oui, c'est déjà bien, mais ça reste pas tellement dans leur tête et dans leur esprit. Non, non, là, c'était vraiment volontaire de les impliquer à chaque support qu'on leur proposait. Vous voyez, même en observant un diplôme, on leur pose des questions sur le support. Donc, c'est comme en formation, même pour adultes, si on n'implique pas les gens, si on n'implique pas les personnes dans la réalisation d'une activité, on va plus difficilement les faire adhérer et ils vont plus difficilement comprendre le mécanisme. Et vraiment, toutes les activités, tous les supports qui sont en plus des activités type DELF, toutes sont disposent d'un questionnaire, mettent en action l'élève, toutes. Voilà. Donc il y a toutes ces vidéos. Il y a la même chose pour les épreuves orales. Hein, vous verrez, il y a chaque partie des épreuves orales est expliquée. Enfin, on a la vidéo, on a des candidats qui se sont portés volontaires pour faire ces passations. Donc, je ne sais pas si là vous voulez voir. Et puis, alors là, c'était là, je découvre le DELF globalement, mais il y a aussi des parties, je découvre avant chaque compétence, au début de chaque compétence langagière. Et là, c'est pareil, quand je vous disais pas à pas, on est vraiment dans petit à petit, on rentre dans les épreuves. Donc, dans chaque compétence langagière, je ne sais pas si on peut montrer un exemple au niveau Bien sûr, on peut montrer un exemple du niveau A2. On passe au niveau A2. Oui. OK. Voilà, je reprends le partage d'écran. Nous sommes en direct, hein, c'est pour ça que nous avons les avantages du direct et de pouvoir lire vos questions. D'ailleurs, une des questions qui viennent d'arriver, je veux te la lire, Nelly, parce que elle concerne toujours le passage de l'ancien au nouveau format. Et c'est une question d'une enseignante qui nous écrit avec un peu d'inquiétude. J'ai préparé mes élèves au nouveau format pour la session de mai, niveau A1 et A2, avec les nouveaux manuels, parce que je pensais que le vieux format n'existait plus. Je suis un peu inquiète, dit l'enseignante. Non. Non, il faut pas l'être. Je vous dis, la seule chose que vous pouvez éventuellement leur dire avant la session de mai, c'est que il est possible qu'ils aient ce type de format de questions ouvertes, mais qu'ils ne s'inquiètent pas, qu'ils écrivent ce qu'ils entendent ou ce qu'ils ont lu dans le texte, que l'orthographe n'est pas corrigée. Et pour les vraies fausses justifications, ça n'est que à l'écrit. Ils n'auront pas ce genre de questions à l'oral, en compréhension de l'oral. Et là, c'est pareil, ils recopient la phrase qui justifie vrai ou faux. C'est vraiment les deux seules choses. Je ne vais pas dire qui peut le plus, peut le moins, parce que je pense pas qu'un QCM soit plus simple qu'une question ouverte. Déjà, il y a 3 choix à lire en plus, alors que quand on a une question ouverte, on n'a que la question à comprendre. Dans un QCM, il faut comprendre les 3 choix qu'on nous propose. Donc, c'est pas ça, mais c'est juste pour qu'ils soient pas surpris. Mais vraiment qu'ils ne s'inquiètent pas.
il y aura pas de bouleversement. Il y a le même nombre il y aura pas le même nombre de questions, mais ce que je veux dire, c'est que le format, à part ces questions ouvertes qui deviennent des QCM et le vrai-faux justification, il n'y a pas d'autres modifications majeures. Une autre question, je profite du fait qu'on reçoit des questions et qu'on a fait une petite pause par rapport à ton discours. Une enseignante nous pose une question très spécifique. J'espère que tu peux l'interpréter, Nelly, parce que c'est pas tout à fait clair pour moi. La question c'est: bonjour, comptez les mots. Il y a des versions différentes. Quelle est la bonne? Merci, Anne Germain. Sur compter les mots, on a. Alors Est-ce que tu justement, vois? ça c'est aussi dans le manuel. On a des activités dans tous les manuels sur comment compter les mots. Une fois de plus, hein, ce sont des rédacteurs pour les épreuves officielles, donc on vous raconte pas de bêtises dans les manuels. Donc l'explication à prendre en considération est bien celle qui figure dans les manuels de Hachette. Et donc c'est en fait je ne sais pas si là on peut montrer une activité, mais on leur met un petit. Alors, on leur donne un exemple, c'est-à-dire, c'est qu'un seul mot, puisqu'il n'y a pas d'espace, il y a des trattini, et c'est pourquoi, par contre, on a deux mots. Il y a l'apostrophe, donc c'est un mot, et pourquoi un seul mot. Donc on est sur deux mots. C'est tout petit, alors j'arrive pas bien à voir. Ah, pardon. Ça serait plus Tu dans la vois. production écrite. Ouais. Alors, déjà, hop. Là, on est dans le A2, production écrite. Voilà, oui, d'accord, oui, mais c'est dans chaque niveau normalement. Alors, je vais. Voilà, peut-être là sur la page de droite, je vois pas très bien, mais Ah, non, voilà, c'est bien sûr. Oui, tu as raison. Très bien, bien vu. Alors, j'agrandis. voilà. Donc un mot, on vous dit, un mot est un ensemble de signes placés entre deux espaces. Donc c'est-à-dire, on n'a qu'un seul mot puisqu'il y a les traits d'union, parce que deux mots. Alors attention. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai souvent vu en Italie parce que avec un trait d'union. J'ai même vu des Français écrire parce que avec un trait d'union, je ne sais pas pourquoi, mais il n'y en a pas. Hein, c'est parce que, et donc c'est deux mots. Ensuite, il y a trois mots. J'ai eu 12 ans, quatre mots, parce qu'il y a aussi les chiffres, comment on les compte. Voilà. Et donc, on leur dit bien que dans la consigne qu'ils doivent écrire, bon là c'est pour le A2, un nombre minimum, c'est-à-dire que s'ils ont écrit plus, c'est pas grave. Par contre, s'ils ont écrit beaucoup moins, là, ça risque d'avoir un impact sur leur évaluation. Et puis, alors juste en dessous de ce petit encart, vous voyez, il y a un exercice. Observez ce message et on leur demande, voilà, compter les mots. Comme ça, ils prennent l'habitude de compter les mots pour mentionner le nombre de mots qu'ils auront écrits lors de l'épreuve. Merci. Merci. Je savais que tu avais la réponse. Merci. Non, alors, pour reprendre, pardon, je t'ai interrompu, mais pour reprendre le fil de ton discours, tu parlais de la découverte de chaque compétence langagière. Voilà, Donc, au on a début vu la de chaque. découverte. Voilà, nous avons vu la découverte de l'examen des épreuves en général, et puis la découverte de chaque compétence. Vas-y. Voilà. Donc voilà, je pense que par exemple là, vous voyez, non là on est déjà je m'entraîne. En fait, chaque étape, vous avez des étapes, je découvre, je m'entraîne et je m'évalue. Ça aussi, on n'en a pas parlé, mais il y a des auto-évaluations à la fin de chaque activité. Voyez, donc là, on leur demande de regarder à la page 7, c'est là où il y a la page de garde des sujets. Et on leur dit, voilà, l'épreuve de production écrite, est-ce qu'elle fait partie des épreuves collectives ou de l'épreuve individuelle? Combien de temps dure l'épreuve de production écrite? Alors, ensuite, voilà. Bon, là, on a fait un vrai-faux, vous voyez. Dites si les affirmations sont vraies ou fausses, recopiez la phrase qui vous a permis de répondre. Donc, là,
c'est pourtant nouveau format, mais on a gardé, c'est pas un sujet de type DELF, mais l'activité de découverte, on a gardé l'ancien format. Donc, vous voyez que vous avez même de quoi, dans le manuel, les faire préparer au vrai-faux justification, puisqu'on leur demande de recopier la phrase qui leur a permis de répondre à cette question. Donc voilà, vous voyez, c'est toujours, je vous dis, hein, toujours, on les implique, c'est eux qui découvrent, c'est eux qui comprennent, et on n'est pas on se cantonne pas à un cours magistral ou à des pavés à lire pour comprendre comment se déroule une épreuve. Et là, vous voyez, on leur met différents petits supports et puis on leur demande d'attribuer en fait ces supports à un type d'exercice. Donc, dans ces documents-là, est-ce qu'il s'agit de décrire un événement? Est-ce qu'il s'agit d'une expérience personnelle? Est-ce qu'on demande? Est-ce qu'on félicite? Est-ce qu'on acclame? Ça, c'est vraiment les actes de parole du niveau A2. Et puis, on retrouve nos super-héros avec toujours des bons conseils sur l'organisation du temps, sur la façon de présenter leur sujet, enfin, du moins la production écrite. Voilà, ce sont vraiment toujours des conseils pour qu'ils puissent être à l'aise le jour des épreuves. Vous voyez, là, lisez plusieurs fois le sujet, entourez, soulignez les mots importants. Ce sont des stratégies, voilà, sous forme de conseils. Après, chaque élève s'organise aussi comme il a l'habitude de faire, s'il a l'habitude de faire. Mais là, au moins, on leur donne des pistes pour utiliser, par exemple, je pense là, je vois la feuille de brouillon, pour la production écrite, qu'ils n'écrivent pas tout sur leur feuille de brouillon, parce que s'ils n'ont pas le temps de recopier sur leur copie, ben, c'est un peu dommage puisqu'on corrige pas les brouillons. Voilà, donc c'est aussi, c'est pas que les entraîner à faire des sujets, des exercices types, mais c'est aussi l'organisation du temps durant les épreuves, parce que ça rentre aussi en ligne de compte dans le stress. Si vous avez la possibilité d'organiser un petit DELF blanc ou de les mettre en condition au moins pour une compréhension orale ou écrite, c'est toujours bien comme ça, ou une production écrite, ils peuvent se rendre compte vraiment de ce qu'ils peuvent faire dans le temps qui est imparti, du temps qu'ils ont pour réaliser l'activité. Donc on est vraiment, c'est vraiment complet, on n'est pas que dans la préparation à proprement parler des activités, c'est vraiment du début à la fin, comment vont se dérouler les épreuves et comment s'organiser au mieux pour réussir ces épreuves. Merci. Si tu es d'accord, Nelly, comme nous avons, il nous reste 20 minutes en fait, je te propose de passer tout d'abord aux questions qui ont eu le plus d'avis favorables, c'est-à-dire le plus d'enseignants d'entre vous qui nous écoutez, qui étaient intéressés par les épreuves, par certaines questions qui concernent les épreuves de production surtout. Bien sûr, oui. Donc, si tu es d'accord, je passerai à la question sur l'épreuve de production orale, parce que c'est là surtout que beaucoup des questions posées par les enseignants se concentrent. Comment préparer les élèves? Astuces, conseils, utilisation des ressources vidéo. Ça, c'est un conseil de notre part, mais les épreuves de production et surtout l'épreuve de production orale. Voilà. Alors, bon, ben, voilà, je pense que je l'ai dit aussi un peu tout à l'heure. Donc, vous allez retrouver à chaque fois une partie je découvre qui va permettre à l'élève de comprendre le déroulement de l'épreuve. Vous avez également des vidéos de passation des épreuves orales, hein, je vous l'ai dit. Et là, vous allez aussi, comme pour les épreuves collectives, des vidéos qui vont concerner de l'accueil du candidat. Donc, lorsqu'on va leur demander de tirer au sort les sujets, par exemple, d'aller préparer dans la salle de préparation quand il y en a une. Et puis, donc, de l'accueil jusqu'à la sortie, à la fin de l'épreuve. Vous pouvez montrer ces vidéos. Il y a toujours des activités, de toute façon. Mais vous pouvez, par exemple, toujours dans l'optique de les rassurer, il y a généralement 2 examinateurs ou examinatrices et qu'il y a
un des deux qui échange avec le candidat, la candidate, et l'autre personne, elle va écrire. Et donc là, c'est toujours très perturbant, même pour des adultes, hein, quand on est dans un entretien et qu'on voit une personne écrire, forcément, sauf si on est hyper positif dans la vie, et c'est une bonne chose, mais forcément, on pense que la personne, elle va noter que ce qui est pas bien. Eh bien non, puisqu'on en revient à mon évaluation positive et au fait de noter, d'évaluer un niveau. Donc, surtout, rassurez-les en leur disant, vous allez voir une personne qui va prendre des notes. Parce qu'il n'est pas dit que l'examinateur ou l'examinatrice explique pourquoi elle prend des notes. Donc, au cas où, vous pouvez leur dire, il y a une personne qui va prendre des notes, mais elle va prendre des notes pour évaluer le niveau, ton niveau, au moment où tu passes l'épreuve. Donc, elle va écrire aussi bien ce qui est représentatif du niveau évalué et aussi les erreurs. Donc, elle ne va pas noter que les erreurs. Et ça va lui permettre d'avoir le pour et le contre, on va dire les plus et les moins, pour pouvoir donner une note ensuite à la production de l'élève. Ça, c'est très important de les rassurer là-dessus. Voilà, de les rassurer là-dessus, qu'il n'y a pas enfin, les examinateurs ne sont pas là pour les mettre en difficulté. Hein. Ça, on attache aussi beaucoup d'importance lorsqu'on fait les formations d'habilitation des examinateurs correcteurs. Hein. Ils doivent mettre en bonne condition les candidats et aussi de leur façon de faire passer l'entretien découle la production du candidat. Donc, si on veut avoir matière à évaluer le candidat, il va falloir poser des questions adéquates. En tout cas, il va falloir amener l'élève à produire ce que l'on attend de lui pour avoir matière à l'évaluer. Alors, pour la préparation, vous pouvez aussi leur dire, alors du A1 au B1, parce qu'au niveau B2, il n'y a plus cette partie de l'épreuve orale, cette première partie qui est l'entretien dirigé, qui consiste à se présenter. Ça, c'est généralement une partie qui est vraiment bien réussie par la majorité des élèves, à moins qu'un élève se présente à un niveau qui n'est pas le sien, parce que ça peut arriver aussi. Et donc là, on voit à peu près tout de suite que l'élève n'a pas le niveau, mais généralement, c'est une première épreuve, je dirais qu'ils peuvent même l'apprendre par cœur, parce qu'on va d'abord demander au candidat de se présenter, de parler de lui. Alors, vous voyez, du A1, A2, B1, et ben, on va lui demander un peu plus de choses hein, à chaque niveau de la progression des niveaux. Donc, au A1, ça va vraiment être son environnement immédiat. Et puis, au B1, on va lui demander de parler de lui, ben, finalement, au présent, au passé et au futur, parler de ses projets, par exemple. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il peut apprendre, je veux dire, se présenter et répondre à quelques questions de l'examinateur, il peut facilement se préparer à cette première étape. Et donc, vous voyez, là, c'est un exemple du B1, je crois. Et on a vraiment toujours pas à pas. Donc là, on va écouter la candidate, on va remplir une petite fiche pour voir si on comprend ce qu'elle a dit, par exemple. C'est aussi, alors vous allez voir que les candidats n'ont pas tous un niveau excellent non plus, parce que c'était volontaire. On n'a pas voulu forcément. Alors il y a des productions où on a mis des productions que nous on appelle étalons pour leur montrer, pour qu'ils aient un modèle de ce qui est attendu. Mais la volonté de montrer aussi des candidats qui ne sont pas d'un niveau excellent, c'était aussi pour leur dire, ben, vous voyez, parce que les candidats sont évalués et ils ont les notes. C'est pour leur montrer que voilà, il n'a pas eu 25 sur 25, mais il a quand même eu une note qui correspond à sa production. Voilà, donc j'essaye d'aller très vite parce que je crois qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais voilà, analyser une passation, c'est une première étape. Vous allez toujours avoir, aussi bien dans la production écrite que orale, vous allez avoir comprendre le sujet, c'est des étapes, hein. Comprendre le sujet, ensuite adapter et préparer sa production, ensuite préparer son brouillon, ensuite analyser la production d'un candidat. Et après, c'est parti et c'est à eux de faire les exercices. Et ça, c'est vraiment à chaque
à chaque partie de production. Je ne sais plus, je voulais dire quelque chose, mais ça m'a échappé. Oui, l'importance aussi de travailler sur les consignes. On ne peut pas réaliser un exercice si on ne comprend pas ce qui nous est demandé. Donc, vous allez avoir aussi des activités sur les consignes, comprendre la consigne, qu'est-ce qu'on attend. Et ça, dans chacune des activités, des compétences langagières. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc ça, c'était l'entretien dirigé, la première étape. L'exercice en interaction, c'est peut-être un peu plus difficile parce que ça nécessite, il n'y a pas de préparation, il n'y a pas de temps de préparation pour les élèves. C'est un peu de la spontanéité, c'est-à-dire qu'on les met en situation concrète. Et c'est généralement une situation un petit peu problématique, c'est-à-dire qu'on va essayer de chercher, l'examinateur va chercher avec l'élève, le candidat, une solution à un problème. Et normalement, tout problème est résolu. Donc ça aussi, vous pouvez leur dire, on ne laisse pas le candidat frustré en lui disant bon bah tu veux pas et tu repars chez toi. Donc là aussi, c'est important de leur dire que voilà, l'objectif pour eux, c'est qu'on attend d'eux qu'ils fassent des propositions, qu'ils argumentent. Hein, c'est le début un peu de l'argumentation au niveau B1. Et ça, c'est des petits jeux de rôle que vous pouvez mettre facilement en classe, en œuvre en classe. Vous pouvez les mettre par deux et puis bon, ça va faire du brouhaha dans la classe, mais au moins ils vont parler et ça peut même être des petites scénettes qu'ils peuvent jouer aussi devant leurs camarades. Enfin, j'ai souvenir de moments très 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 amusants. Et puis il y a des complexes en plus. C'est un peu théâtral et c'est généralement une activité qui plaît. Alors, j'avais préparé une vidéo sur l'entretien dirigé, en fait, pas sur l'exercice en interaction. Mais c'était juste pour montrer une des façons de se préparer à cette partie de l'examen de production orale. Ça peut être de faire semblant, comme devant un miroir. Et Voilà. nous avons essayé de faire ça avec une personne qu'on connaît peut-être. Je vais demander à Louise de faire partir la vidéo, de faire commencer la vidéo numéro 7, s'il te plaît. Et voilà, vous verrez une façon amusante de se préparer à la production orale. Des dialogues interactifs. Voilà. Oui. Alors, nous allons commencer avec l'entretien dirigé. Est-ce que vous pouvez vous présenter, parler de vous, de vos activités, s'il vous plaît? Bonjour, je m'appelle Nicolas. Je suis coordinateur éditorial chez Hachette Fleu et La Scuola. Et voilà. L'examinatrice attend la réponse. Très bien, merci. Est-ce que vous avez des projets pour l'année prochaine ou pour les années à suivre? Oui, de voir grandir ma fille, de progresser dans mon boulot, etc. Peut-être de me déplacer un peu, de rendre visite à ma copine qui est diplomate et donc qui se déplace dans le monde entier, etc. Voilà. Bon, Maria-Louise, tu peux arrêter la vidéo. Et c'était pour vous montrer qu'on a préparé des vidéos amusantes, en fait, avec Nelly Mousse qui s'y est prêtée. Merci. Merci Nelly. C'était d'ailleurs très intéressée par ce que vous disiez. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Non, désolé. Non, mais c'est une façon très intéressante. C'est mieux quand on est tout seul, hein, parce que là, il y a quelques centaines de personnes autour de nous. En fait, on se voit pas, mais on est assez nombreux aujourd'hui. Mais ça permet, quand on n'a pas le temps de le faire en classe, ça permet de dire aux élèves, eh ben, vous pouvez vous entraîner tout seul. Voilà. Et puis, alors, pour l'avoir passé, alors pas moi, mais j'ai eu des retours d'enseignants qui l'ont fait en classe et bon, c'est rigolo. Voilà. C'est des moments drôles. On peut le faire au TBI aussi, hein, c'est sympa sur le TBI. Comment?
On peut le faire au Oui, oui, TD, oui, tout à fait, au tout à fait. tableau blanc. Oui, oui. Voilà, alors Donc, vous voyez, voilà, il y a des dialogues interactifs parce que là, on a vu l'entretien dirigé, enfin une partie, mais il y a vraiment les 3 étapes. Euh, euh, Notamment l'exercice en interaction qui disait nécessite de la spontanéité, mais qui peut là. Et donc, vous pouvez, si vous mettez en situation pour l'exercice interactif, leur demander, enfin leur dire qu'ils peuvent céder des actes de parole qui sont présents aussi dans le manuel. Donc, par exemple, je ne sais pas si on a le temps, mais voilà, dans chaque manuel, vous avez des actes de parole et du lexique qui est à la fin du manuel. Et puis pour le monologue suivi, alors là, c'est pareil, chaque niveau présente les caractéristiques différentes, puisque le monologue suivi a une forme différente selon le niveau, hein, ce qui est bien normal. Et donc pour le B1 et le B2, on va par exemple, surtout pour le B2, avoir des plans, parce qu'au niveau du B2, il n'y a qu'un seul, on va dire 2 exercices. Hein. Il a d'abord un exposé à faire sur un sujet déclencheur qu'il aura choisi parmi 2 tirés au sort. Et vous voyez là, il y a les articulateurs logiques du discours. Et puis ensuite, après son exposé, il va faire un échange avec l'examinateur. Et donc là, pour organiser les idées, voilà, on a fait des annexes, donc les plans à l'écrit ou à l'oral pour produire un discours argumentatif. Là, on est sur le niveau B2 et on leur donne différentes pistes pour organiser au mieux leur discours. Donc, vous voyez, introduire le thème, poser la problématique, organiser votre réflexion à l'aide d'arguments, illustrer d'exemples. Voilà, je ne vais peut-être pas tout dire. On fait référence aux articulateurs, conclure. Enfin, c'est vraiment une fiche, en fait, une fiche mémotechnique, une fiche d'aide à la production orale et écrite pour organiser le discours, parce que c'est vrai qu'à ce niveau-là, ça devient un critère important. Voilà. J'ai voulu montrer cette page parce qu'une des questions que les participants nous ont posées, c'était comment enseigner aux élèves à bien structurer les idées et les exemples. Ouais. En fait, c'était une des questions que nous avions proposées et que vous avez voté lors du sondage. Parce que structurer les idées, c'est la clé pour l'expression, pour la production, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Très important. Et on n'a pas trop l'habitude de faire ça en Italie, dans l'enseignement en Italie. On n'a pas tellement l'habitude de faire des plans très stricts et très structurés, alors que dans l'enseignement français, c'est très structuré. On va profiter peut-être des dernières minutes juste pour d'abord pour lire les dernières questions qu'on a reçues. Par exemple, une enseignante nous demande 10 ou 15 leçons de préparation au DELF en classe sont-elles vraiment suffisantes? Car dans la pratique, ce n'est jamais plus que ça. Ah oui, lorsqu'on on prépare au DELF en classe, est-ce que 10 ou 15 leçons sont suffisantes pour préparer au DELF? Alors, je ne saurais pas répondre parce que je ne sais pas quoi représentent 10 ou 15 leçons en termes d'horaire et si j'ai bien compris la question. Ce que je peux dire, c'est que préparer les élèves au DELF, c'est pas faire du bachotage non plus. C'est-à-dire que passer un DELF, le DELF en fait valide les compétences acquises durant l'année scolaire à travers les cours qu'on a suivis en classe. C'est-à-dire que c'est votre enseignement avant tout qui fait que l'élève a les compétences pour passer le DELF. Ça, j'insiste là-dessus, je trouve ça important. Ça ne se substitue absolument pas, c'est-à-dire que les manuels DELF ne se substituent pas à un enseignement, à votre enseignement, à l'enseignement que vous dispensez auprès de vos élèves. Après, justement, le manuel a été fait de sorte que les élèves que vous puissiez faire des activités en classe avec eux, mais que eux, ils peuvent aussi les faire en autonomie
ou en guise de devoir si vous leur demandez de réaliser des exercices chez eux. Donc 10 ou 15 leçons, je sais pas trop à quoi ça correspond en termes d'heures. Et surtout, je pense que ça change d'un établissement à l'autre sur la mise en place. Je sais qu'il y a des établissements scolaires qui vont instaurer des heures extracurriculaires, qui vont faire des préparations au DELF en plus des heures de cours. Après, ce qui peut être intéressant, c'est que si vous avez décidé de travailler, d'étudier une thématique, par exemple, vous pouvez en profiter pour aller chercher des supports dans le manuel qui correspondent à cette thématique. On n'en a pas parlé, mais tous les sujets, enfin les thématiques qui sont présentées dans le manuel sont les thématiques qui sont présentées dans les épreuves du DELF officielles. Il y a le respect des 4 domaines qui sont présents dans le cadre européen comme référence pour les langues, donc le domaine privé, le domaine personnel, professionnel et éducationnel. Et donc, à travers ces domaines, en fait, on traite des thématiques, des thèmes qui sont importants. Enfin, ce que je voulais dire aussi, c'est que ce sont des sujets qui doivent parler aux ados et plus que des sujets qui parlent des ados. Là, une fois de plus, si on veut intéresser les élèves, il faut que ce soit des choses qui les concernent et qui les intéressent. Des articles d'adultes qui savent pas comment s'y prendre avec leurs ados, je pense pas que ça les intéresse plus que ça. Donc voilà, je me suis un peu écartée de la question, mais sur les 10 ou 15 leçons, je suis désolée, je n'ai pas de vision sur. Moi, je trouve que une réponse très pertinente que tu as donnée, c'est que l'examen DELF teste et évalue un niveau de langue. Donc, c'est en général l'enseignement de la langue qui donne accès au niveau DELF. Ensuite, le manuel de préparation aux épreuves DELF, ça sert pour ne pas stresser, pour bien connaître comment sont posées les questions, quel genre de questions on pose, etc. Mais c'est la préparation dans la langue qui est évaluée. Donc c'est là où la préparation se situe principalement. Et c'est vrai qu'avec les supports proposés dans le manuel, par exemple pour la compréhension écrite, ça leur permet d'enrichir leur lexique, même des formules de phrases qu'ils vont pouvoir exploiter ensuite dans la production orale et écrite. Tout est vraiment intrinsèque en fait, tout se croise et donc ça c'est complètement complémentaire en fait. Chaque activité langagière se complète et permet de produire dans l'autre activité. Alors, juste effectivement, ça aussi, un mot très très rapide sur les auto-évaluations. On a voulu faire quelque chose pareil, d'un peu plus ludique que les habituelles évaluations avec les smileys ou un peu beaucoup je t'aime passionnément à la folie. Donc, on a repris des extraits du cadre européen qui sont pas non plus pas toujours très accessibles, c'est-à-dire qu'on a un peu du mal à les remettre en situation concrète, puisqu'on dit que dans le cadre, l'apprenant est un acteur social. Donc, on a repris, vous voyez, je reprends les points essentiels d'une émission à la radio, bon, ok, mais concrètement, ça veut dire quoi? Et donc, on a eu l'idée de cette bande dessinée. Et donc, on a d'un côté, pour être vraiment faire une évaluation drôle, mais pas non plus, enfin, qui soit utile, mais qui soit pas non plus trop poussée pour des adolescents. On a fait d'un côté, oulala, je vois pas très bien, mais c'est Stromae, elle comprend pas. Et puis, voilà, si on est plutôt super-héros, et on comprend tout de suite qu'il y a un concert exceptionnel de Stromae samedi prochain. Voilà, et donc on leur dit, vous avez coché tous les dessins sur la colonne de droite, bravo, vous êtes un super ou une super A2 en compréhension de l'oral. Et puis sinon, faites les exercices correspondants et vous aussi devenez un super A2. Voilà, donc ce qu'on voit là à l'écran, c'est les nouvelles grilles d'évaluation, c'est ça?
Oui, c'est ça, voilà. Les examinateurs évaluent avec les bandes dessinées. Ceci dit, pour finir là-dessus, finalement presque la même chose, puisque on est passé de grilles extrêmement détaillées, enfin, avec des critères et un nombre de points en 0,5 à chaque fois, et les formations d'habilitation, c'est vrai que ça prend toujours énormément de temps. Moi, je mets un et demi, et pourquoi tu mets un demi-point de plus? Là, les grilles ont été transformées et donc on va plutôt être sur des niveaux d'acquisition. Donc, pour chaque critère, on va dire est-ce que l'élève a un niveau B1, un niveau B1, ou alors est-ce qu'il est en deçà du niveau B1, ou alors est-ce qu'il est au-delà du niveau B1. C'est les B1+, que vous retrouvez aussi, les niveaux plus, vous les retrouvez dans le cadre européen. Ça ne veut pas dire que si l'élève est évalué B1+, qu'il a forcément un niveau B2. Attention, il y a un niveau B1+. Ça veut dire que, par exemple, il peut avoir sur une compétence 25 sur 25, mais ça ne veut pas dire qu'il a le niveau suivant, puisque vous savez que pour acquérir le niveau suivant, il faut encore quelques heures d'apprentissage. Voilà, donc là, on vous a mis aussi le lien vers les nouvelles grilles d'évaluation que vous pouvez donc consulter. Ce sont des grilles qui, donc, je vous l'ai dit, c'est une évaluation par niveau de performance. Et donc, on évalue les compétences des candidats en fonction de l'atteinte ou non du niveau cible. Voilà. Et donc, si vraiment ça vous intéresse, ce domaine de l'évaluation, vous pouvez vous inscrire. Il y a un module d'auto-formation, hein, c'est pas tutoré, mais c'est pour vous, qui est proposé gratuitement par France Éducation Internationale Plus, donc c'est FEI Plus, la plateforme. Même si vous n'êtes pas examinateur-correcteur, ce module peut tout à fait je vous disais, rentrer dans le cadre de la formation continue pour votre intérêt personnel. Et vous verrez que ça donne une autre vision de l'évaluation. Hein. Vous allez voir comment ce qu'on entend par évaluation positive et c'est une évaluation qui répond réellement à tous les critères d'équité dont je vous parlais au tout début en matière de fiabilité. Voilà. Et puis, je crois que sur le site, il y a aussi une petite vidéo qui vous explique le processus d'évaluation des productions, des épreuves de production. Et vous verrez que chaque grille est accompagnée de descriptifs ou descripteurs qui vous dit, ben voilà, si le candidat a un niveau B1 et c'est qu'il est capable de faire ça, ça, ça. S'il a un niveau en deçà, il est capable de faire ça, 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 mais ça et ça, ben, c'est pas encore parfait. Et puis, s'il a un niveau supérieur, il est capable de faire ça et en plus, il peut faire ça. Voilà. Donc, on est sur quelque chose, c'est vrai qu'au niveau des examinateurs, c'est plus facile, entre guillemets, c'est plus cohérent au niveau de l'évaluation. On n'a pas encore de retour, puisque c'est très récent, sur la façon ont été perçues les premières évaluations avec les grilles d'évaluation, mais pour l'instant, en tout cas, le retour qui est fait, c'est beaucoup plus précis. Et une fois de plus, il n'y a pas d'impact sur la façon de préparer les élèves aux exercices de production, mais rien ne vous empêche, si vous voulez, leur montrer les grilles. Attirer l'attention, peut-être, ça peut être intéressant sur ce qu'on appelle, nous, je ne sais plus comment on les appelle, mais ce sont qui concernent les hors-sujets, par exemple. Qu'est-ce qu'un hors-sujet discursif? Qu'est-ce qu'un hors-sujet thématique? Par exemple, on leur demande d'écrire, de produire sur les vacances de Noël, et puis en fait, ils parlent d'un film au cinéma. Enfin, je vous dis ça. Voilà. Donc ça, par contre, c'est genre d'anomalie. Vous pouvez éventuellement leur expliquer comment c'est évalué. Et même pour vous, ça peut être intéressant de voir comment on évalue. C'est-à-dire qu'on ne met pas 0 partout. Enfin, on n'est pas sur, une fois de plus, on évalue ce qu'il y a. Bon, s'il n'y a pas assez de matière à évaluer, ben, ça se reproduira dans la grille, ça se répercutera dans la grille.
Voilà, je j'ai, veux savoir alors, rapidement. nous avons encore quelques questions, mais je vais d'abord donner la parole à Amandine qui pourrait peut-être déjà vous montrer quel parcours vous pouvez faire dans la production Hachette-Fleu pour l'enseignement du français, pour la préparation au DELF, mais surtout pour la préparation en langue française. Voilà, Amandine. Puis on va revenir à vos questions. Oui, c'est bon là, Nicolas? Très bien. Oui, ça va. Non, je reviens juste un instant, je ne vole pas beaucoup de temps. Je reviens sur notre collection d'ailes, donc du 1 au B2. On en a longuement parlé pendant le webinaire. Je voulais juste vous préciser, pardon, ici. Voici le site d'accès aux médias, donc delf.hachette-fleu.fr. C'est sur ce site où vous trouverez tous les médias dont vous ont parlé Nelly et Nicolas, à savoir les audios, les vidéos de passation, les dialogues interactifs ici avec Nelly. Je souhaitais vous préciser une exclusivité pour l'Italie dans chaque livre que DELF de notre collection. Dans la deuxième de couverture, vous avez un code d'accès au manuel numérique DELF gratuitement. Donc c'est une exclusivité Hachette-Fleu pour l'Italie et je suis très fière de vous la présenter. J'en profite tant que j'ai la parole pour vous présenter également Formidable Extra, qui est notre méthode en 3 volumes pour le collège. Chaque volume s'accompagne d'un livret pour les bisogni educativi speciali. Nous avons également la version complète. Ensuite, je passe à notre nouveauté pour le lycée profil, qui est une toute nouvelle méthode que les auteurs ont voulu motivante et facilitatrice, aussi bien pour vous, les enseignants, que pour vos élèves. C'est une méthode qui s'accompagne d'un livret Un monde qui bouge dédié à la culture et à l'agenda 2030 ainsi qu'au monde du travail. D'un livret également pour les bisogni educativi speciali, Grammaire pour tous, et pour l'enseignant, un livret de test et un guide pédagogique Hachette très, très innovatif. Ensuite, voici notre grammaire, qui est la grammaire de référence Hachette. C'est une grammaire très complète qui va du A1 au B2. Elle propose à peu près 100 unités de grammaire et plus de 1000 activités d'entraînement pour vos élèves. Voici enfin notre collection Lire en français facile. Ce sont de petites lectures que vous pouvez proposer à vos élèves pendant l'été. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les niveaux. Ce sont des fictions qui vont du A1 au B1 ou sinon des grands classiques de la littérature française du A2 au B2. Chaque livre, évidemment, est accompagné d'un dossier avec des activités de compréhension, des activités lexiques, de grammaire, et également des fiches thématiques sur la culture, sur les auteurs, sur le contexte social. Je tiens à vous préciser que toutes ces lectures sont également disponibles en version audio que les élèves peuvent écouter sur leur smartphone ou sur leur ordinateur. Et ce sont des versions audio enregistrées par des comédiens professionnels. Donc, ce sont habituellement des lectures très appréciées. Je termine par la collection F, qui est une collection pour la formation des enseignants. Donc, chaque livre est sur une thématique du français langue étrangère, de la didactique du français langue étrangère. Ça mélange aussi bien des pratiques de classe que des réflexions théoriques et ça aide évidemment les enseignants pour aborder ces problèmes et ces thématiques-là. Je termine par nos contacts. N'hésitez pas à nous écrire, aussi bien à moi qui suis la déléguée pédagogique pour l'Italie qu'à Nicolas qui est le coordinateur éditorial. Et n'hésitez pas à nous suivre également sur les réseaux pour rester informés de nos événements, des nouvelles publications, aussi bien hachette-fleu.fr que lascolo.it qui est exclusivement sur l'Italie. Voilà, je vous remercie et je relaisse le mot de la fin à Nicolas et aux dernières questions. J'imagine qu'il y a encore quelques petites questions. Merci beaucoup. Merci. Alors,
Alors, nous avons des questions concernant les exemples de questions d'entretien dirigé pour le niveau A1. Alors, vous pouvez aller sur le site qu'on vous a mis en partage, delph.hfleu.fr. En cliquant sur le niveau A1, vous trouverez des exemples d'entretien dirigé. Et puis, dans le manuel, bien sûr, des listes de questions possibles. Ensuite, combien d'heures d'apprentissage faut-il avoir pour la préparation au niveau B1? Là, c'est très facile d'y répondre parce que c'est d'abord un apprentissage de la langue avant d'être un apprentissage pour l'examen B1. Nelly, qu'est-ce que tu en penses? Oui, selon le cadre européen, je crois que c'est environ 160 heures d'apprentissage au total, c'est-à-dire. Donc, à l'intérieur, au sein des cours qui sont donnés en classe, si vous avez après, je vous disais, vous pouvez toujours intégrer une activité, même si vous ne consacrez pas toute l'heure ou les 50 minutes, parce que je crois que ce ne sont pas des heures complètes qui sont dispensées. Mais si vous avez la possibilité d'intégrer une petite compréhension orale, je dis compréhension orale parce que c'est souvent l'exercice qu'on a le moins le temps de faire avec la production orale, curieusement. Aussi parce que la compréhension écrite et la production écrite, c'est des exercices qu'on peut demander de faire à la maison. C'est vrai que c'est plus. Donc, de leur faire un peu de compréhension orale en début de cours, par exemple. Et puis après, d'enchaîner sur la production orale. Ça peut, si vous êtes dans une thématique, s'il y a un fil conducteur, je ne sais pas si par exemple dans vos manuels de classe, vous traitez de l'environnement pour ne parler que de l'environnement, parce que c'est une thématique actuelle et qui revient souvent, mais vous pouvez, là, vous trouverez facilement des supports dans le manuel. Après, le quantifier, pour moi, c'est difficile. C'est quelque chose qu'il faudrait voir en début, effectivement, de cours, enfin, en début d'année scolaire. Je ne sais pas combien d'heures vous dispensez. Je suis désolée. Bien sûr. Non, mais je crois que les informations que tu as données et l'opinion, le point de vue, je crois que c'est déjà très, très intéressant et très important. Ensuite, une toute dernière question, mais là je peux y répondre. Le module d'auto-formation est sur le site de France Éducation Internationale. Oui, vous avez dans le chat le lien qu'on vous a mis. Et puis, beaucoup de remerciements. C'est nous qui vous remercions pour avoir suivi ce webinaire 10 minutes de plus que ce qui était prévu. Et on vous dit au revoir. On dit merci aux enseignants qui nous font des compliments pour nos méthodes aussi. Merci, merci, ça nous fait vraiment plaisir parce que on y travaille avec beaucoup de passion et de professionnalisme de la part de tous les auteurs, les rédacteurs, les éditeurs, etc. C'est vraiment un travail de passion et dans lequel on croit beaucoup pour la diffusion du français, pour la diffusion d'une éducation de qualité. Donc, merci, ça nous fait plaisir si nos méthodes vous conviennent. Merci à tous. Violaine Jamin, depuis Paris, tu veux donner un mot de revoir? Ah, malheureusement, nous ne t'entendons pas. Ah, désolé, mais on te voit, ce qui est déjà très apaisant et tu nous accompagnes vers la fin. Je vous remercie tous. Je vous dis au revoir et suivez-nous sur les réseaux sociaux et sur les sites de Hachette Fleu et de la Scuola Editrice parce que nous, si vous le voulez, nous nous reverrons bientôt avec d'autres webinaires et d'autres rencontres en présentiel également. Au revoir. Tout à fait. Au revoir à tous. Merci Nelly. Merci encore à Nelly. Au revoir. Au revoir à tous et à bientôt.